Merci, bonjour à tous et je vais à mon tour inviter à nous rejoindre sur scène les différents intervenants de ce panel. Catherine Gottlieb qui est Media Manager chez Volkswagen. Catherine, vous pouvez nous rejoindre. Romain Darieux qui est Digital Consultant chez MyMedia. Et Alexandra Chiaramonti qui est VP Sales chez DataBerries. Alors bonjour à tous les trois, on va se présenter très rapidement. Catherine, Volkswagen, en quelques mots, en quelques chiffres, comment on vous présente? On rappelle, vous êtes le premier constructeur mondial d'automobiles. Oui, je vous confirme. Vous voulez quoi? Moi, Volkswagen, donc moi je m'occupe des médias et des études, de l'ensemble des médias et des études pour la marque Volkswagen. Nous sommes le premier groupe mondial d'automobiles. Nous ne vendons rien sur Internet, je vous le rappelle. Puisque nous avons encore un mode de distribution traditionnel via des concessionnaires. Très bien, à votre gauche, on disait Romain Darieux. En quelques mots, MyMedia, vous êtes une des principales agences indépendantes du marché français? Exactement, on est la première agence média indépendante sur le marché, donc juste après le Big Five. En quelques chiffres, MyMedia, c'est 20 millions de marge brute, 130 collaborateurs sur la France. On a 40% de part de marché sur les pure players. On gère notamment des marques comme Showroom Privé, Vistaprint ou Photobox. Et on a une forte expertise également sur le retail avec le client historique de l'agence qui est Système U. Et on en parlera dans quelques instants. Et à votre gauche, Alexandra Chiaramonti, donc VP Sales de DataBerries. DataBerries, dans cet Eldorado de la data mobile, c'est vous qui vendez les pelles et les pioches, hein, c'est ça? On essaye. Donc effectivement, on a une solution de publicité en ligne qui permet de générer du trafic en point de vente. Et ce, grâce à une data unique, une data de géolocalisation en continu, ce qui nous permet d'avoir du coup la base de données de géolocalisation au ciblage la plus grande au monde. Très bien. Alors Catherine, vous le disiez, vous ne vendez pas de véhicules en ligne. Quelle est votre problématique d'annonceur et qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à présent en matière de géolocalisation? Alors, ma problématique est simple, c'est de créer du trafic soit dans les concessions, soit sur les sites et de vendre des automobiles. Voilà. Moi, mon boulot, ça consiste à pousser de la tôle dans les concessions. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait beaucoup de choses. On a la chance, comme beaucoup de constructeurs automobiles, d'avoir des budgets assez conséquents. Donc, on a, je pense, essayé à peu près tout, du SMS, de l'emailing, de la data en tous sens, voilà, que ce soit sur un desktop, sur un mobile. Et ça fonctionnait? Vous étiez satisfaite de ces différents leviers? Ça dépend toujours de ce que vous allez chercher, ça dépend des époques et ça dépend de ce qu'on a en main. Oui, à peu près. Ça va, on en a abandonné certains, on en a consolidé d'autres. On évolue en même temps qu'évolue... Un levier comme le SMS, par exemple, qui est historiquement assez fort sur les mobiles, vous l'avez testé, vous en étiez satisfaite? On l'a testé, c'est pas trop notre tasse de thé. Pas simple à traquer, pas simple pour avoir des résultats, très intrusif. Compliqué en fonction des zones de chalandise de nos concessionnaires. D'accord, donc différents tests. On va en parler dans l'instant de nouveaux leviers que vous utilisez. Romain également, quelles étaient les problématiques de votre client et quels étaient les leviers historiquement que vous utilisiez? Donc pour un retailer dans la grande distribution, forcément, c'est du trafic en magasin. Donc on a utilisé aussi beaucoup de leviers, également le SMS, l'emailing, de la géolocalisation, que ce soit du social, ce type de choses. On était limité d'un point de vue technologique sur le ciblage, vraiment aller chercher un responsable des achats. Aujourd'hui, sur le digital, c'est pas évident. Il existe des segments de data, mais on n'est pas vraiment sûr de toucher le décisionnaire au niveau des achats. Et en particulier sur la mesure, vraiment mesurer le drive to store, mesurer la visite en magasin. Il existe des technologies qui ne sont pas forcément fiables, qui ne mesurent pas l'ensemble du trafic en magasin. Donc là aussi, on était limité. Donc petite frustration également de votre côté jusqu'à présent, c'est ça? Oui, exactement. Alors Alexandra, donc... il y avait des solutions de géociblage sur le marché, mais vous êtes arrivé avec votre solution DataBerries qui a introduit plusieurs innovations. Alors on peut peut-être revenir dessus. Je crois que par exemple vous utilisez des SDK in-app pour suivre les mobinotes, puis vous évoluez dans la sphère un peu publicité programmatique. Tout à fait. Alors, le gros élément différenciateur, c'était effectivement de récupérer une donnée précise et en continu. Donc, pour ce faire, on a implémenté notre SDK propriétaire qui récolte, qui s'intègre sur des applications largement utilisées, qui nous permet du coup, sur plus de 10 millions de mobinotes, de récupérer une donnée en continu. Quand je dis en continu, je précise, on a 300 points de géolocalisation par mobinote par jour. Ça veut dire un point de géolocalisation toutes les 3 à 5 minutes. Donc, je reviens sur ce que Romain était en train d'expliquer. Effectivement, ce qui est important, c'est que grâce à ça, on a vraiment
un credo de performance, de mesurer des visites précisément, de savoir que quelqu'un s'est rendu en concession ou en grande surface de manière tout à fait précise et mesurable. Qu'on comprenne bien la différence avec d'autres solutions existantes qui utilisaient l'affichage de la bannière peut-être pour localiser le mobinote. Exactement. Il n'avait que quelques points, peut-être 3 ou 4 points de contact par jour et par mobinote. Vous, c'est jusqu'à 300 points de contact dans une même journée. Exactement, c'est 300 points de contact sur un mobinote sur une seule journée. C'est vraiment la grosse différenciation effectivement par rapport à d'autres solutions qui, elles, utilisent finalement ce qu'on appelle les bid requests ou tout simplement donc l'affichage de la publicité qui parfois contient une donnée de géolocalisation, mais c'est environ un tiers des publicités affichées. Donc je vois que vous utilisez un iPad, j'utilise aussi mon iPhone. Même moi, grande consommatrice, au mieux, je vais peut-être voir 10 publicités par jour. Si on compte qu'il n'y a qu'un tiers qui auront la géolocalisation, impossible de définir quels sont mes lieux de fréquentation, une visite précise ou même une habitude de comportement offline. Et c'est vraiment cela notre credo. Et donc cette capacité à créer des segments et à comprendre l'audience, Catherine, c'était un des points aujourd'hui qui manquait dans les solutions de géolocalisation, cette segmentation des audiences? Alors oui, clairement, c'est des points qui manquaient. Il nous manquait aussi l'apprentissage, enfin une forme d'apprentissage en tout cas liée à ce ciblage et à cette géolocalisation. On est très féru de parcours client, en tout cas d'optimiser et de mieux comprendre et de le voir évoluer. Et en fait, effectivement, c'est un bon moyen pour l'atteindre. Et on reparlera dans un instant des cas concrets de l'utilisation de cette technologie. Romain, alors justement, vous disiez que vous travaillez avec Système U, qui est un grand nom de la grande distribution en France. Est-ce qu'on peut parler des campagnes que vous avez pu mettre en place avec ces nouvelles solutions ? Avec l'arrivée de la géolocalisation sur mobile, donc on a mis en place ce type de campagne. Avant, on était limité, on traitait en fait une zone de chalandise comme un rayon autour d'un point de vente, et on utilisait ce rayon un peu comme un filet de pêche, c'est-à-dire que tous les internautes qui passaient dans ce rayon, si on avait une possibilité de lui transmettre un interstitiel, on lui poussait en lui mettant forcément le magasin en avant, le plus proche, donc dans ce rayon. On n'était pas en mesure de cibler le décisionnaire, le responsable des achats, et on ciblait les personnes, peu importe où elles se trouvaient, si elles étaient proches de leur lieu de domicile, proches de leur lieu de travail ou même en vacances, on poussait forcément ce magasin qui n'était pas forcément le plus pertinent. Et voilà, c'est ce qu'on D'accord. mettait en place. Alors pour quel type de campagne avez-vous utilisé ces solutions ? Donc c'est à la fois, je crois, de la fidélisation de clients existants de l'enseigne, mais également de la conquête de nouveaux clients qui allaient peut-être chez les concurrents. Exactement, avec la solution de DataBerries, on est capable d'identifier et de segmenter les clients réguliers chez Système U, les clients réguliers mais non exclusifs, parce que dans la grande distribution, les clients sont rarement fidèles à une seule enseigne, mais aussi les clients non réguliers, vraiment les clients qui ont l'habitude de faire leurs courses chez la concurrence, de pouvoir segmenter un peu toutes ces audiences et d'adresser des campagnes en fonction de deux axes différents. La fidélisation d'un côté, avec vraiment un message encarté, des offres vraiment pour les clients réguliers, et de l'autre côté, des campagnes vraiment en guérilla marketing d'acquisition, aller cibler les consommateurs chez la concurrence. Et donc pour ces campagnes de guérilla marketing, comme vous dites, vous vous appuyez sur ces 300 points de contact pour voir un peu le parcours de mobinote passant à proximité de la concurrence. C'est ça le concept ? Exactement. En fait, on est capable de déterminer et de savoir que tous les samedis, tel mobinote se rendent chez la concurrence pour faire leurs courses et leur pousser un message donc adapté avec une offre promo et de leur dire que chez Système U aussi, on a des produits pas chers et faire venir en magasin. D'accord. Vous utilisez d'autres points de contact pour qualifier ces mobinotes. On peut imaginer, je ne sais pas, qu'un mobinote qui est anonyme, on le rappelle, qui fréquente un stade, est plutôt un homme. Bien sûr. C'est des choses que vous utilisez pour segmenter vos audiences ? On en est aux prémices aujourd'hui. On s'adresse surtout aux responsables des achats, mais bien sûr, après, on peut envisager d'aller plus loin, en l'occurrence, de cibler les hommes, les femmes, et d'adapter le message avec un produit qui s'adresse plus aux hommes ou des produits beauté pour les femmes. Donc oui, on y réfléchit. Et ça, la qualification de l'audience, elle se fait sur la navigation. Sur la navigation, l'analyse de sa navigation. Voilà, vraiment sur ses déplacements physiques. C'était quoi les KPI pour la campagne Système U, et est-ce qu'il y a eu un ROI que vous estimez positif ? Alors oui, en fait, on part un peu de zéro parce qu'avant, on n'était pas en mesure de déterminer vraiment un coût à la visite physique. On avait cet axe mesure qui n'était pas vraiment comblé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les prémices. Donc on est en mesure aujourd'hui de calculer vraiment un coût à la visite en magasin. Donc on est satisfait dans un premier temps d'avoir ce KPI. Maintenant, on ne voit pas d'évolution parce qu'on part de zéro. Et le tracking, c'est je passe devant le magasin quelques secondes ou c'est une vraie visite de plusieurs minutes dans le magasin ? C'est une vraie visite de 10 minutes. On remonte au moins
bien deux points de géolocalisation dans une boutique, dans un magasin. Donc on sait que c'est une D'accord, évidemment, avec 300 points de contact par jour, on peut calculer ces 10 minutes. Donc globalement, vous êtes satisfait de ce type de solution? Vous allez continuer à investir. Alexandra, d'ailleurs, je crois que vous avez travaillé avec le magazine LSA sur une étude justement pour voir l'impact sur la grande distribution de ce type de solution. Tout à fait, donc c'est des études qu'on peut et qu'on va aussi étendre à d'autres secteurs au-delà de la grande distribution alimentaire. Mais comme je le disais, effectivement, la fréquence des points de géolocalisation qu'on nous arrivons à remonter, plus, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important, nous avons également replacé des milliers de points d'intérêt, ce qui nous permettent du coup de faire un matching entre ces points de géolocalisation et les associer à une enseigne, ou même, comme on le disait, pourquoi pas des stades ou autres différents lieux culturels ou points d'intérêt divers. Et grâce à ça, on est capable du coup d'identifier quelles sont les habitudes de fréquentation. Donc sur cette étude-là en particulier, nous sommes intéressés aux habitudes d'achat ou de fréquentation, en tout cas de grandes enseignes alimentaires. Donc on voit sur ces études différents acteurs de la grande distribution et on voit du coup l'évolution des parts de trafic de chacune de ces enseignes entre le mois de novembre et de décembre. Ce qui est intéressant de voir là, par exemple, c'est qu'au mois de décembre, les gens étaient un petit peu moins fidèles. Période de fête oblige. On a tendance à multiplier un petit peu les enseignes dans lesquelles on se rend à la recherche de la bonne opération à faire juste avant les fêtes. Autre étude intéressante, on s'est concentré sur un seul acteur de la grande distribution dans ce cas-ci et de voir l'évolution du coup de ces utilisateurs, où est-ce qu'ils vont, où vont les clients de Carrefour dans ce cas-ci. Donc il y a une perte et un gain d'audience et on est capable d'analyser précisément chez qui sont partis les clients de Carrefour, mais surtout chez qui Carrefour est allé reconquérir une partie des clients. Donc on voit clairement là l'évolution. Donc certes, il y a eu une perte d'une partie de la clientèle qui est allée se rendre dans d'autres enseignes principalement, mais Carrefour a réussi à reconquérir d'autres de ces personnes dans ces mêmes enseignes à différents degrés. Et du coup, on voit l'évolution entre novembre et décembre. Et c'est vraiment la granularité de la data et la fréquence de ces points de data qui nous permettent d'analyser ce genre de choses. Donc on est capable de savoir à un instant T exactement combien il y a de personnes dans telle et telle enseigne et leur évolution comportementale physique. Donc c'est vraiment notre credo, non seulement le comportemental physique, mais bien évidemment la précision de la mesure qui permet d'apporter de la performance, exactement ce qu'on disait actuellement. Donc être capable de savoir que quelqu'un est resté. Donc sur de la grande distribution, ça peut être 10 minutes. Sur de la concession, on était plus parti sur du 30 minutes parce qu'effectivement, on n'achète pas une voiture en 5 minutes. Donc on est capable d'avoir vraiment cette granularité qui permet de mesurer précisément et de répondre à différentes problématiques selon différentes verticales en fait. D'accord. Et puis on rappelle effectivement qu'il y a 10 millions de personnes qui sont traquées. Donc c'est pas un panel de quelques utilisateurs. Là, c'est presque potentiellement toute la population française un jour qui pourrait être Tout suivie. à fait. Et c'est vrai, c'est aussi... on a la chance d'être une start-up mais qui a grossi très très vite. Donc c'est une chance qu'on a. Et du coup, on a des personnes maintenant vraiment dédiées à temps complet, à multiplier le partenariat avec les applications qu'on a de manière à collecter toujours plus de data sur toujours plus de mobinautes. Et on a vraiment ambition de toucher 15 millions de mobinautes d'ici quelques mois. Alors, je vois pas très bien, mais il y a Système U, j'imagine, dans ces enseignes. Oui. Concrètement, Romain, c'est des solutions qui sont capables de générer combien de visites dans une grande surface? On parle en milliers, en dizaines de milliers d'utilisateurs potentiels? On parle en milliers, donc je ne vais pas forcément donner de chiffres aujourd'hui. On peut peut-être parler de taux de visite. En fonction des problématiques, que ce soit pour la fidélisation ou l'acquisition, on est entre 8 et 25% de taux de visite, donc le nombre d'exposés qui se rendent vraiment en magasin. Et on constate qu'il est 3 fois plus difficile de faire venir un prospect en magasin qu'un client qui est déjà régulier. Ouais, la fidélisation coûte moins cher que l'acquisition. C'est logique. En tout cas, ce sont des solutions qui fonctionnent. On va également parler de ce qu'on peut faire dans le secteur de l'automobile. Catherine, vous nous disiez, votre principale problématique, c'est d'envoyer des prospects en concession pour essayer de vendre un véhicule. Alors, vous avez également commencé à utiliser ce type de solutions publicitaires. Est-ce qu'on peut faire un premier retour d'expérience Oui, dessus ? alors juste pour préciser un petit peu avant ça, nous on a une problématique, on a une évolution en tout cas du parcours client qui est assez conséquent puisque en 5-6 ans, les acheteurs de voitures, je rappelle que c'est le deuxième bien le plus important à acheter dans un foyer après un appartement ou une maison, après un lieu de résidence, donc c'est extrêmement lourd. Ça perd à peu près 20% de son prix à chaque fois que vous mettez les pieds dedans, enfin j'exagère, mais tous les ans. Donc il y a un peu de marketing derrière. Et on a une vraie problématique, c'est que, en gros, nos acheteurs allaient, il y a 5-6 ans, visiter 7 concessions avant d'acheter une voiture. Aujourd'hui, ils en visitent, on va dire, 1,2. Donc, le trafic a considérablement évolué.
et l'analyse de ce dernier et la mesure de ce dernier aussi. On était un peu pas très préparé à ça, simplement parce que voilà, ça se vendait bien, on mettait beaucoup d'argent sur la table, on ne savait pas très bien à quoi ça servait. On disait toujours 50% qui ne sert à rien. Je ne vous donnerai pas les sommes, mais ça fait un peu froid dans le dos. La question étant lesquelles Voilà, la question étant lesquelles, mais on ne se la posait pas vraiment. Donc c'est une véritable évolution très très importante. Je crois que les gens font à peu près 25% d'essais en moins. Enfin voilà, il y a tout ça à analyser et à comprendre. Databerries nous a aidé en partie à ça. On a besoin de faire de la conquête, on a besoin de faire de la fidélisation, on a besoin de savoir qui sont nos clients. Qu'est-ce qu'ils vont chercher, enfin, ou en tout cas quelles sont les autres concessions où ils peuvent aller, est-ce qu'ils vont vraiment dans nos concessions, voilà, des unités de mesure et de savoir qui sont pour nous aujourd'hui primordiales. Alors, donc, si on revient sur peut-être des campagnes que vous avez pu réaliser avec ce type de solution, vous avez été satisfaite par les résultats obtenus? Quels étaient les KPI A priori, que sinon vous je étiez serais peut-être fixés? pas assise sur cette chaise. Non, jamais. c'était de la merde, donc je suis juste venue pour l'expliquer. Eh ben, on vous écoute. Donnez-nous vos KPI, justement. Non, je ne vous donnerai pas mes KPI, ni mon ROI, ni quoi que ce soit. Pardon. Non, on était très satisfaits. On avait utilisé différentes autres, et je ne donnerai pas leur nom non plus, solutions. Si je suis là, c'est parce que ça a marché. Si je suis là, c'est parce que c'était intéressant pour nous. Tant au niveau de l'expérience, du suivi, du nombre, enfin du volume en tout cas, de la mesure et de ce qu'on a pu en retirer comme enseignement. Il faut savoir que quand on utilise, on va dire, une plateforme, on en utilise beaucoup, tout le temps. On a la chance de pouvoir faire énormément de tests. La qualité et l'apprentissage qu'on en retient sont aussi importants pour nous que le volume. Vous disiez tout à l'heure que ça vous avait permis aussi de mieux qualifier vos prospects et vos clients. Il y a des choses que vous avez apprises à leur sujet? Oui, il y a des choses qu'on a apprises, notamment qu'on imaginait assez. Alors, je reviens aussi un peu. On a une vingtaine de modèles à soutenir, dont la typologie de clients peut être extrêmement différente. Vous imaginez bien que la personne qui achète une Polo à 12 ou 15 000 euros, c'est pas la même que celle qui va acheter un Touareg à 80. Donc, on a des typologies de clients extrêmement variées, qu'on ne connaît pas toujours très bien, parce que la seule unité de mesure que l'on a, ça s'appelle NCBS, et ça a 2 ans en général quand on l'a, et c'est la personne qui a fait le chèque et le nom de la carte grise. Donc voilà, c'est un élément de mesure comme un autre, mais pas toujours très très fiable. Donc on a beaucoup de choses à creuser. On est en train de s'équiper pour réussir à faire ça, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas se voiler la face, hein, donc on y arrive plutôt pas mal, et ça a bien fonctionné avec Databerries pour ce type d'infos. Et en analysant ces 300 points de contact sur une journée, mais sur un an, on parle quoi, d'1 million, si je ne me trompe pas? Sur une journée, tout simplement, c'est en continu. Donc Mais sur toute une année, c'est beaucoup plus. En fait, on a 13 mois d'historique, donc ça fonctionne exactement comme un cookie. On est capable d'avoir 13 mois d'historique, mais je trouve que Catherine soulève un point intéressant que j'ai eu peu le temps d'aborder finalement, mais c'est important de le dire. Au-delà de la campagne qu'on opère, et du coup, on est capable de mesurer des visites précises en magasin, on est capable de fournir des enseignements que nos clients sont capables vraiment de valoriser, donc de savoir d'où viennent ces personnes qui sont rendues en concession. Typiquement dans l'automobile, quand on analyse cet historique sur ces 13 mois d'historique du Mobinaute, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qui peut améliorer le marketing d'une marque comme Volkswagen? Alors, deux choses prioritairement, on va dire 3. La vraie zone de chalandise, parce que c'est pas parce que vous habitez... Moi, j'habite à Neuilly, je bosse à Roissy, ma zone de chalandise, c'est pas obligatoirement Neuilly pour acheter une voiture. Etc., etc. 2, le CSP, en gros, ou la typologie des individus qui rentrent dans les concessions. 3, d'abord savoir s'ils y rentrent. Hein. C'est un peu simple, hein, mais c'est vraiment important. Et s'ils y restent. Voilà. C'était 20 minutes, hein, c'est ça pour... Ouais, même une demi-heure. On y sert rarement le café. 3, savoir dans quelles autres typologies de concessions ils vont. Enfin, chez quels concurrents très exactement ils vont. Même si on se doute qu'il y a des transferts entre Seat et d'autres marques, entre Audi et certaines autres marques, et ce ne sont pas les mêmes, ou entre certaines typologies de modèles chez nous et d'autres marques, vous imaginez bien qu'avec une gamme large et une variation de prix telle que la nôtre, c'est pas toujours les mêmes. Même si on s'en doutait, c'est quand même extrêmement intéressant de pouvoir le valider sur une période relativement longue.
Peut-être un dernier point, Catherine, vous évoquiez la multiplicité des points de contact avec le Mobinode, ça pose aussi la question de l'attribution. On sait que c'est un sujet complexe dans le digital. Comment vous gérez ça? Comment vous attribuez à telle ou telle plateforme la visite? À date, honnêtement, très mal. Voilà, on a beaucoup d'améliorations à faire. On a beaucoup d'améliorations à faire aussi sur le mobile. On est une vieille maison qui a appréhendé le mobile un peu tard. Ça peut paraître un peu fou, parce qu'on est quand même une maison d'ingénieurs. On avait un site qui n'était pas au point. On avait plein de choses qui faisaient que c'était pas terrible. Et donc la mesure, est assez, on va dire, mauvaise chez nous. L'attribution, c'était pas. On est en train de changer tout ça. Dans 3-4 mois, ce sera totalement opérationnel. Oui, Romain également peut-être sur cette question de l'attribution, qui est une question difficile. En effet, aujourd'hui, grâce à ces solutions, on est en mesure de confirmer que le Mobinode qui se rend en magasin est intervenu dans le parcours client, a vraiment été exposé à une bannière mobile. Maintenant, on n'est pas en mesure de déterminer et de confirmer qu'il est venu en magasin uniquement grâce à l'exposition, surtout dans la grande distribution, qui est un secteur où les prises de parole sont constantes, assez fortes, sur d'autres médias, sur d'autres leviers. Donc aujourd'hui, on peut juste confirmer qu'il était présent dans le tunnel d'attribution, dans le tunnel de conversion. Donc c'est déjà bien. Maintenant, on avance aussi en marchant et peut-être que dans l'avenir, on pourra isoler l'apport du mobile sur la visite en magasin. Très bien. Il nous reste 3-4 minutes, peut-être un hashtag de conclusion. Catherine, on parlait de nouvelle Eldorado pour la data mobile. Vous êtes d'accord? Vous allez trouver de l'or avec ce nouveau marché? On a commencé à gratter les pépites. J'espère que pour Databerry, ce sera surtout pour eux l'Eldorado, normalement. Ah bah, eux, ils vendent les pioches. Voilà. Mais oui, c'est très intéressant. On va poursuivre. Vous allez poursuivre, d'accord. Romain, également un mot de conclusion? Également, oui, aujourd'hui on en a parlé, la donnée aujourd'hui géolocalisée de déplacement peut être très très riche. On peut trouver des intentionnistes. Nous on travaille sur la grande distribution, en particulier sur Système U chez MyMedia, mais on a aussi d'autres retailers, notamment sur les cuisinistes, et ces solutions peuvent être très pertinentes pour aller vraiment chercher des intentionnistes et des personnes qui sont en recherche de cuisine ou autre. Donc oui, données très riches et à suivre. Catherine voulait rebondir. Si je peux me permettre, moi j'ai une autre problématique qui s'appelle la digitalisation d'un réseau. Parce que les concessionnaires ne nous appartiennent pas, ils sont totalement indépendants. Donc après avoir récupéré, analysé, etc., il faut qu'ils puissent l'utiliser, ou qu'ils en aient envie. Il faudra un sujet à mettre pour le prochain update sur le retail. Alexandra, donc on dit souvent que la donnée c'est l'or du 21e siècle. Évidemment, vous êtes d'accord avec cette assertion? Bien évidemment, je nous le souhaite. Je trouve que, comme le disait Catherine, évidemment que je nous souhaite que cela se confirme. Mais Eldorado, il y a un côté un petit peu mythique, inatteignable. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment l'Eldorado parce qu'on y est, on est en plein dedans. On a déjà réussi à avoir ces données. C'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Donc l'Eldorado, il y a ce côté un petit peu inatteignable. Moi, je trouve qu'on l'a. On le développe et on continue de l'améliorer. On a manifestement des personnes satisfaites. Donc je pense qu'on le tient. Il faut juste le creuser pour trouver toutes les pépites, comme disait Catherine. Très bien, merci à tous les trois, on peut les applaudir.